Chers amis, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle bulle de sagesse où je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant que pédagogue de métier depuis de nombreuses années. Il s'agit de l'apprentissage. Alors, je vais vous citer pour commencer cette phrase connue de Benjamin Franklin qui dit en substance, c'est une traduction évidemment, tu me dis j'oublie, tu me montres, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Et je voudrais que nous regardions ensemble pourquoi cette phrase est tellement juste. Pourquoi, et on le constate dans les écoles de nos jours, pourquoi les enfants sont tellement perdus face à tout ce qu'on leur dit. Alors, grâce à Dieu, les enfants naissent sans intellect. L'intellect, c'est cet ordinateur que nous avons dans la tête, cette programmation parfaitement en correspondance avec l'informatique qui l'a copiée, n'est-ce pas? L'informatique est née bien après le cerveau humain et elle a copié le fonctionnement du cerveau humain, la mémoire, une forme d'apprentissage, et on fait ça avec l'intelligence, hélas, avec l'intelligence artificielle ou l'inintelligence artificielle justement. Et comment ça se passe pour un enfant? Eh bien, théoriquement, si tout se passe bien pour lui, l'enfant, à sa naissance, je viens de vous le dire, n'a absolument pas d'intellect, et l'intellect ne devrait normalement commencer à se mettre en place et à être sollicité qu'après 12 ans. Le fonctionnement logique, en série, c'est-à-dire il se passe ça, donc il se passe ça, donc il se passe ça, donc il se passe ça, ça devrait commencer qu'à partir de 12 ans. Jusque-là, l'enfant devrait apprendre de l'expérience. C'est-à-dire ne pas chercher à comprendre pourquoi les choses se produisent, mais intégrer jusque dans sa moindre cellule que quand il fait ça, il se passe ça. L'apprentissage, c'est exactement cela. Les enfants sont des éponges. Ils sont des éponges qui absorbent l'apprentissage, qui absorbent l'expérience et qui absorbent sous forme de mémorisation très profonde ce qui leur est arrivé la première fois qu'ils se sont trouvés dans une situation. C'est aussi comme ça que fonctionne l'intellect. Il fait appel à la première fois, qui est engrammée, comme on dit, dans l'enfant. Sauf que l'intellect va utiliser cette première fois pour la reproduire à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va se trouver dans une situation qui ressemble à la première fois, il va appliquer la même solution. Contrairement à l'intelligence, qui elle n'a rien à voir avec l'intellect, qui utilise le cerveau comme support de passage, mais qui utilise aussi bien d'autres outils corporels et dans tous les sens de corporel, qui utilise aussi beaucoup d'outils spirituels, surtout, majoritairement des outils spirituels. Cette intelligence va effectivement faire appel aux souvenirs de la première fois, mais elle va prendre en compte les données différentes. Elle va prendre en compte qu'elle est dans une situation qui ressemble à la première fois, mais qui n'est pas tout à fait comme la première fois. Et elle va prendre en compte les autres données pour apporter une solution qui va être soit la même que la première fois, soit différente. Le véritable apprentissage fonctionne comme ça. Lorsqu'on a des enfants, et je me suis beaucoup occupée d'enfants, y compris tout petits, et aussi des très grands, qui fonctionnent à peu près de la même manière finalement. Et j'ai malheureusement constaté que tout de nos jours est fait pour casser l'intelligence au profit de l'intellect. De plus en plus tôt à l'école, on donne des enseignements. Enseigner, ça veut dire montrer. Tu me montres, j'oublie. Ça vous rappelle rien.
tout cet échec scolaire, tous ces jeunes qui, au milieu de leur scolarité, ont complètement oublié ce qu'on leur a appris au début. Ben, c'est normal. Et ça commence aussi très tôt dans les familles avec des parents qui maintenant, et ça n'était pas le cas il y a 50 ans. Il y a 50 ans, les parents disaient bah, l'école c'est l'affaire des professeurs. Maintenant, les parents, les gens en général, et les parents en particulier, mais les gens en général croient tout pouvoir. Une amie médecin me disait récemment que les gens arrivaient avec leur diagnostic et aussi certainement le médicament, la demande de médicaments que Internet leur avait fourni et qu'elle n'avait plus vraiment le choix de faire un diagnostic, qu'elle était presque obligée de leur fournir le médicament qu'ils demandaient, parce que sinon, ils allaient juste voir un autre confrère. Et ben, dans le cas de l'enfant, c'est la même chose. Les parents croient qu'ils ont tout compris, bien aidés par des tas de publications complètement imbéciles en fausse psychologie enfantine, ou alors dans l'interprétation erronée de publications exactes. Et là, je me référerais par exemple à Françoise Dolto, qui a dit beaucoup de choses très intelligentes parce qu'elle était intelligente, et qui, à la fin de sa vie, avait fait une confession. Vous savez qu'elle a été connue pour avoir fait une émission de radio, dont je ne me rappelle plus le nom, où les parents téléphonaient en disant j'ai tel problème avec mon enfant, et où elle leur donnait une solution de psychanalyste qu'elle était. Et Françoise Dolto, à la fin de sa vie, expliquait, je l'ai vu dans une interview qui était assez poignante d'ailleurs, cette femme faisait son mea culpa en disant j'ai fait beaucoup de mal avec cette émission parce que dans mon esprit, il était évidemment question de donner une réponse lorsque une maman téléphonait pour me dire Pierre a tel problème, je donnais une réponse pour Pierre. Sauf que l'ensemble des auditeurs a adopté la réponse pour Pierre pour l'adapter à Paul, Jacques, Lucie, Julie et Stéphanie. Et ça n'était pas juste. Et elle disait, la pauvre Dolto, elle disait j'ai fait beaucoup de mal avec cette émission parce que les parents ont appliqué sur leurs enfants des pommades psychanalytiques qui n'étaient pas les bonnes. Et ça c'est extrêmement vrai. Lorsque des parents qui se croient compétents appliquent des solutions trouvées dans un bouquin, sauf que ces solutions, elles ne correspondent pas forcément à leur enfant. La solution qui correspond à leur enfant, elle découle du diagnostic d'un professionnel et ils ne le sont pas en général. Ça se saurait. Alors, ces parents qui veulent bien évidemment que leur enfant soit le plus précoce possible, le meilleur possible, le plus brillant possible, et qu'il finisse sur la première marche du podium de toutes ses classes, eh bien ils essayent de lui inculquer tout ce qu'ils peuvent. Donc ils lui disent beaucoup de choses depuis tout petit. On voit des mamans avec des bébés grands comme ça dans les langes, en couche, et qui ne savent ni marcher, ni parler, ni faire pipi dans le pot. On voit des mamans qui leur expliquent tout. Tu vois, là, maman va te mettre sur le bras gauche parce qu'avec le bras droit, elle doit tenir la rampe pour monter l'escalier, sinon maman va tomber, et maman et bébé vont tomber, se faire très mal. Est-ce que tu comprends? Voilà. Bébé s'en fout complètement, mais tout ça, ça s'imprègne dans son petit cerveau tout neuf quelque part. Et là, dans l'exemple par exemple que je viens de vous donner, bébé va engrammer le mot escalier, tomber, dangereux. Et si ça se trouve, ce gamin va avoir beaucoup de mal à monter un escalier plus tard. C'est un exemple. On trouve ce genre de conséquences chez les enfants et même chez les adultes. Des adultes qui deviennent des gens timides, réservés dans un coin d'une pièce, complètement introvertis, parce que pendant toute leur enfance, on leur a dit « tu es bavard », par exemple. J'en connais. Donc, ce rapport à l'enfant, cette façon de traiter son enfant quand il est tout petit, ce qu'on lui donne pour jouer, est-ce qu'on lui donne très tôt des jeux dits éducatifs qui vont avoir une seule utilité, c'est-à-dire qu'il y a un trou, une pièce, et il n'y a pas moyen de mettre la pièce ailleurs que dans le trou. C'est des jouets mono-cibles. Et ça enferme l'enfant dans la reproduction de processus. Alors qu'au contraire, le parent qui veut aider son enfant à développer son intelligence, donc à devenir brillant à l'âge adulte, brillant non pas forcément dans les études, parce que ça on s'en fout, mais brillant dans la vie,
en s'adaptant à toutes les situations qu'il va rencontrer. Une brillance, une prestance, une générosité, parce qu'une non-peur, parce qu'un non-stress, une confiance en lui, une estime de lui. Et ça s'acquiert quand on est petit par la possibilité de laisser fonctionner son imagination. L'intelligence est basée sur l'imagination, la vraie intelligence est basée sur l'imagination. Tous les gens qui créent quelque chose, donc qui sont intelligents, et les gens intelligents sont créatifs, alors que les gens intellectuels sont reproductifs, les gens intelligents vont utiliser leur propre chemin pour aller au concept. Tous les concepts existent déjà dans l'univers. L'homme n'a rien inventé. L'homme a été inventé par l'intelligence universelle. Et puis, il a tellement d'ego qu'il a cru que l'intelligence universelle, c'était lui. Mais c'est pas vrai. Tous les concepts existent dans l'univers. Et l'apprentissage consiste à accéder au concept universel. Et le pédagogue, le rôle du vrai pédagogue, consiste à donner à l'être, parce que ça peut être un enfant, mais ça peut aussi être un adulte, à l'être qui est en demande d'apprentissage, un éclairage sur un certain nombre de chemins possibles pour accéder au concept. Sans lui dire, ça c'est mon chemin et c'est le meilleur et c'est celui qu'il faut que tu prennes. C'est comme ci, comme ça, premièrement tu vas faire ci, deuxièmement tu vas faire ça. Pas du tout, surtout pas. Surtout pas. Un enfant n'est ni papa, ni maman, ni ses professeurs successifs. Il est lui-même. Et lui-même, il va avoir peut-être un tout autre chemin que tous ces gens-là réunis. Et son chemin va le mener au même endroit, peut-être même quelquefois beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. C'est pour ça que le maître doit être pleinement conscient qu'il n'est là que pour montrer le chemin à son élève et que son élève ou son disciple va pouvoir aller beaucoup plus loin que lui, peut-être si c'est son destin. Ça suppose beaucoup d'humilité et pas beaucoup d'ego. Ou en tout cas un ego qui est bien à sa place. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'ego, si on n'a pas d'ego, on est une limace, mais celui qui a un ego à sa place est quelqu'un qui va rester ferme dans ses positions quand elles sont justes, et parce qu'il le sait qu'elles sont justes puisqu'il les a vérifiées étant intelligent, mais qui va être ouvert à l'écoute de ce qui est peut-être différent de ce qu'il pense, lorsque ce qu'il pense est issu de quelque chose qu'on lui a enseigné ou dit et qu'il n'a pas expérimenté. J'espère que j'ai été claire. C'est-à-dire qu'il y a dans la vie des choses qu'on vous dit, que vous prenez pour argent comptant, des choses qu'on vous montre, que vous essayez de retenir, mais ces choses-là, vous ne les avez pas expérimentées par vous-même. Et tant que vous ne les aurez pas expérimentées par vous-même, vous ne pourrez pas avoir la certitude que ce que vous avez appris par le biais du cheminement de quelqu'un d'autre est le meilleur chemin. Alors, dire quelque chose à ses enfants, c'est leur boucher, c'est leur couper le chemin, en fait. Lorsqu'un enfant se trouve dans une situation, il commence à entrer en questionnement, s'il n'est pas encore cassé. Il entre en questionnement, et si à ce moment-là, il y a n'importe quel adulte autour de lui qui lui donne une réponse à la question qu'il est en train de se poser, il ne va pas se poser toutes les questions sur tous les chemins possibles d'accès au concept. Il va accueillir la réponse qu'on lui a donnée et choisir pour accéder au concept le chemin que l'adulte lui a donné. Mais, encore une fois, ce chemin ne lui correspond peut-être pas. Donc au bout d'un moment, sur ce chemin, il ne va pas se sentir chez lui. Il ne va plus rien comprendre, il va faire demi-tour. Ça explique une grande partie de l'échec scolaire. Ça explique aussi que dans un pays comme la France, qui est fondamentalement intellectuel et qui est en train petit à petit de transformer complètement son système scolaire en un apprentissage purement intellectuel, on a des gens qui réussissent bien dans les petites classes, dans les moyennes classes, disons jusqu'au baccalauréat, qui entrent en université. L'université a été obligée de baisser considérablement ses niveaux pour que les gens réussissent les premières années, mais l'université est quand même à la base
la pépinière des chercheurs. Parce qu'elle est quand même si maintenant on a fait des tas de filières pour arrêter ça en cours de route et alimenter les postes de travail dont on a besoin, l'université, au départ, était la filière qui permettait aux gens de faire une thèse, c'est-à-dire de chercher, de prendre un sujet de recherche pour faire des recherches dans un domaine qui n'avait pas encore été exploré, et à ce moment-là, ils pondaient leur thèse, c'est-à-dire ma thèse, ma théorie, c'est que les choses se passent comme ça, voilà ce que j'ai découvert en creusant dans ce jardin-là. Maintenant, lorsque les gens en arrivent au stade de la recherche à l'université, si tant est qu'ils y aillent, parce que de plus en plus le stade recherche de l'université se vide, puisque les gens sont incompétents en intelligence, ils sont incompétents en recherche, évidemment. La recherche, c'est trouver par soi-même, c'est pas attendre que l'autre vous dise. Eh ben, on constate qu'au-delà d'un certain niveau universitaire, les gens capotent lamentablement. Et les étudiants capotent lamentablement, je l'ai entendu lorsque j'enseignais encore en université, les dernières années, j'ai entendu des étudiants qui disaient mais enfin c'est n'importe quoi, au concours par exemple, ou à l'examen, on nous a posé des questions dont la réponse n'était pas dans le cours. Ben oui, bien sûr, c'est ça qu'on attend de l'étudiant. On attend de l'étudiant qu'à partir des données qui lui ont été fournies pendant toute sa scolarité, des bases qu'il a défrichées pendant toute sa scolarité, dans une situation nouvelle qui est la question du concours ou de l'examen, il se met à défricher le terrain pour trouver par lui-même la solution. Et s'il trouve par lui-même la solution, on dit « Ok, ça va faire un chercheur valable. On peut le diplômer. » S'il ne la trouve pas, ça veut dire « Ben non. » On a vraisemblablement affaire à quelqu'un qui dispose d'un intellect suffisant pour devenir un bon exécutant, répéter des processus qu'on va lui enseigner, qu'on va lui programmer comme un ordinateur, mais il ne dispose pas de l'intelligence nécessaire pour faire un chercheur. Il ne dispose pas de l'intelligence nécessaire pour comprendre par ses propres moyens. Alors voilà, c'est très simple. Pour faire quelqu'un qui dispose de l'intelligence nécessaire à l'âge adulte, il faut laisser l'enfant exercer son intelligence. Il faut le laisser exercer son intelligence par l'expérimentation. Et l'expérimentation chez un enfant, c'est quelque chose qui dure très longtemps. Un enfant qui apprend à faire ses lacets quand on lui fout la paix, qu'on lui montre pas sans arrêt ou qu'on les lui fait pas sans arrêt, il peut mettre des heures et des heures à réussir le geste. Qu'on le lui montre une fois, ok ? Il peut peut-être pas deviner par ses propres moyens, on va le lui montrer une fois. Puis après, on le laisse reproduire. On va le laisser de nombreuses fois, on va le laisser expérimenter et se tromper, rater. Lorsqu'il apprend à marcher, on va le laisser tomber, apprendre à se relever et continuer. Je l'ai dit à de nombreuses reprises dans mes conférences sur ce sujet, si vous voulez que votre enfant apprenne à marcher, ça n'est pas en le prenant à l'entrée du salon et en l'amenant au fond du salon sur le canapé qu'il va apprendre à traverser le salon. Pour qu'il apprenne à traverser le salon, il faut qu'il marche tout seul. Il faut qu'il tombe tout seul. Il faut qu'il se relève tout seul. Et qu'il fasse ça aussi souvent que c'est nécessaire pour arriver tout seul jusqu'au canapé. Donc, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tous les parents que j'ai vus et qui cassaient l'intelligence de leurs enfants étaient merveilleusement bien intentionnés. Non, pas tous. Il y en a quelques-uns, c'était juste pour satisfaire leur ego. Ils voulaient aider leur enfant à aller plus vite, à réussir plus vite. Et il est assez long de leur faire comprendre qu'en faisant ce qu'ils font, en réalité, non seulement ils n'aident pas leur enfant à réussir plus vite, mais ils cassent la possibilité à leur enfant d'aller plus loin. Alors oui, dans les premières années, l'enfant va avoir, je dirais, une brillance qui va donner l'impression au professeur non intelligent mais intellectuel qu'il est compétent. Mais il ne l'est pas. C'est juste un petit perroquet. Si on veut qu'il soit vraiment compétent, il faut le laisser galérer. Et quand il va avoir bien galéré sur un sujet et qu'il va avoir réussi à atteindre le concept, ce sera définitif.
1 an après, 2 ans après, 10 ans après, il se le rappellera. Il n'y aura pas besoin de revenir chaque année sur ce concept, il le saura définitivement. Il saura définitivement, s'il se donne un coup de marteau sur la tête, il saura définitivement que ce coup de marteau, ça lui fait une bosse. Donc, tu me dis j'oublie, c'est normal. Tu me montres je me souviens, oui, mais pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, j'oublie aussi. Donc, entre tu me dis et tu me montres, la seule différence, c'est le délai d'oubli. Par contre, tu m'impliques, j'apprends. Lorsque j'ai appris, je sais. Surtout, ce que je voudrais faire percevoir à tous les éducateurs potentiels, qu'ils soient parents, qu'ils soient grands-parents, qu'ils soient professeurs, ou quelle que soit leur position face à un apprenant, coach et compagnie, quelle que soit leur position face à un apprenant, il faut qu'ils comprennent que leur rôle, ça n'est pas de montrer leur toute-puissance en donnant une solution. Leur rôle, c'est de rester patiemment aux côtés de l'apprenant pour l'encourager par votre simple présence. Il ne s'agit pas de sortir les pompons et de jouer les pom-pom girls. Par votre simple présence, je suis là, prends ton temps. Tu vas y arriver. Ça mettra le temps que ça mettra. Tu vas y arriver, je suis là. Je suis près de toi. Je ne te presse pas, je ne te bouscule pas. Tu vas y arriver. Moi aussi, j'y suis arrivée. Je sais que c'est long, je sais que c'est difficile. Tu vas y arriver. Ça, c'est un pédagogue. Ça, c'est quelqu'un qui donne à l'être humain qui est en face de lui les meilleures chances de réussite. Impliquez les apprenants. Que ce soit vos enfants, que ce soit vos collègues, que ce soit vos conjoints, que ce soit vos vieux parents. Impliquez-les dans l'apprentissage d'une situation qui est nouvelle pour eux, de façon à ce qu'ils puissent, par eux-mêmes, accéder au concept. Bon courage!